Bonjour, rebonjour à toutes et à tous, donc c'est bien Ludovic. Pour cette table ronde, on va aborder un sujet assez central qu'on a voulu absolument prendre pour cette journée zéro carbone à Aix-Marseille. Sujet de l'eau. Je vais vous donner quelques chiffres et puis aussi une vision via un schéma que vous connaissez peut-être. Alors les chiffres pêle-mêle, je vais essayer de le faire de mémoire, mais Alain Messonnier me corrigera, c'est 15 litres par jour par habitant, 150 litres par jour par habitant, 450 litres par jour par habitant et 550 litres par jour par habitant. 15 litres par jour par habitant, c'est la consommation moyenne en Afrique en zone rurale. 150 litres, c'est en France. 450 litres, c'est aux États-Unis et 550 litres, c'est aux Émirats arabes unis. Donc voilà, ça c'est pour vous donner déjà les écarts. Puis il y a un autre schéma que vous l'avez peut-être déjà croisé, mais c'est toujours bon de le revoir ensemble. C'est le schéma de l'USGS, la projection, la modélisation de l'USGS. Alors je ne sais pas si en régie. Allô la régie? La régie. Est-ce que vous pouvez mettre le schéma de l'USGS, s'il vous plaît? Qu'on regarde juste en 2-3 secondes. Voilà. Juste pour vous apercevoir, c'est le rond, c'est la Terre. Et si on prend toutes les masses d'eau, eau douce plus eau salée, voilà ce que ça fait en quantité, en volume. Et en dessous, le tout petit bleu, la petite sphère bleue, c'est l'eau douce, juste l'eau douce. Voilà, c'est comme ça, on a compris le problème. Au moins, ça va éviter les grands discours et on va pouvoir rentrer directement dans le sujet. Je vous présente rapidement nos intervenants et merci d'être là déjà. Alain Messonnier, qui est à l'extrême droite pour vous. Vous êtes président de l'Institut méditerranéen de l'eau, qui est une ONG qui a une vision méditerranéenne et qui regroupe une partie des professionnels et qui documente surtout tout le système de l'eau. Juste à côté de vous, Julien Poniatowski, vous êtes CEO de Seawards, start-up dans le dessalement, et vous nous expliquerez tout à l'heure la technologie avec laquelle vous arrivez, parce que c'est une technologie novatrice, une technologie dite de rupture. À côté de vous, Léa Lepoder. Léa Lepoder, vous êtes chez Bamboo for Life. Alors Bamboo for Life, là aussi, c'est une start-up, un peu plus ancienne, mais c'est quand même une start-up. Et là, c'est toute l'épuration, l'assainissement avec les bambous. Là aussi, vous prendrez le temps de nous le raconter tout à l'heure, parce que ça a combien de temps, Bamboo for Life? Ça a combien d'années maintenant pour vous? 5 ans. 5 ans, voilà. Donc c'est encore une jeune entreprise. Et à côté de vous, Vincent Borel, vous êtes directeur délégué sud-est de Suez, qu'on ne présente plus, acteur majeur dans le domaine de l'assainissement et aussi de tous les réseaux. Et on va avoir une vision locale. Alain Messonnier, j'ai envie de commencer avec vous, déjà pour avoir une vision un peu globale et un peu méditerranéenne. Alors déjà, une question assez basique, on est à Marseille là aujourd'hui. Est-ce que la question de l'eau à Marseille, c'est une question aiguë ou on est dans une ville qui a encore de la chance en 2023, Marseille? Merci, mais en tout cas, oui, c'est une ville qui a beaucoup de chance en termes sur le plan hydrique. Ouais. On va dire que nos anciens ont su prendre les décisions qu'il fallait. Ça n'a pas toujours été le cas. Marseille était dans une situation extrêmement catastrophique au 19e siècle, enfin au début, dans la première partie du 19e siècle. Et donc, les décisions ont été prises avec un quoi qu'il en coûte et quoi qu'il advienne en 1850 pour construire le canal de Marseille qui a mené l'eau de la Durance jusqu'à Marseille. Vous avez un bâtiment magnifique qui est le Palais Longchamp qui commémore l'arrivée de l'eau à Marseille pour vous dire à l'époque ce que ça représentait. Depuis, dans les années au XXe siècle, 2 grands ouvrages ont été conçus et construits. D'abord, le canal EDF avec le barrage de Serre-Ponçon, qui donc régule la Durance, produit de l'énergie décarbonée, complètement amortie aujourd'hui, donc décarbonée. Et puis donc le canal de Provence, dans la même période, dans les années 50, et qui permet de sécuriser cette ville de Marseille, qui est aujourd'hui certainement une des villes les plus sûres en termes d'alimentation en eau au monde, puisqu'on a à peu près quelque chose comme 4, 5, 6, 7 fois la capacité par rapport aux usages que nous en avons. Donc ça constitue quand même un élément d'attractivité du territoire qui n'était pas le cas il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. On n'y pensait pas. On ouvrait le robinet de partout en France, de partout en Europe, de partout en Méditerranée. Aujourd'hui, on ouvre le robinet, mais la ville de Barcelone, qui est quand même pour prendre... Alors voilà, ça c'était l'autre exemple, parce que pas très loin d'ici, voilà, depuis 2008, et encore là récemment, puisque en ce moment, Barcelone est alimentée à nouveau par des bateaux. Alors, on envisage donc Alors peut-être rappeler ce qui s'est passé à Barcelone, qui est une ville, c'est pas Marseille, mais on va dire c'est une ville dont l'écosystème est à peu près comparable et qui depuis 2008 est dans une situation terrible. On se souvient tous de la première sécheresse 2003.
qu'on a vécues ici. Je me rappelle des négociations qu'on avait avec nos amis d'EDF sur la répartition de la ressource endurance. Donc c'était 2003. Nous, on a eu de la chance, c'est qu'après 2003, la situation s'est inversée, enfin en tout cas est redevenue normale, ce qui n'a pas été le cas en Catalogne. La Catalogne est pratiquement semi-désertique. Il y a très peu de ressources en eau locales. Donc, ils sont arrivés en 2008 en situation pratiquement de rupture, c'est-à-dire être obligés de faire des tours d'eau dans la ville, et ce qu'ils n'ont pas voulu faire. Et pour cela, ils ont demandé à la ville de Marseille, qui avait la possibilité de le faire, d'acheter de l'eau potable. Je dis bien de l'eau potable à la ville de Marseille, ce qui a été fait pendant 3 semaines avant que les pluies à nouveau arrivent en Catalogne et permettent d'arrêter ce processus complètement fou. Puisque vous aviez une eau qui sortait à 1 euro du port de Marseille et qui arrivait à 11 euros en Catalogne, et de l'eau potable. C'est-à-dire qu'il fallait garantir la potabilité de l'eau une fois qu'elle arrivait, parce qu'elle était injectée directement dans le réseau. Donc ça, c'est une situation qu'il ne faut surtout pas renouveler. Donc depuis, bien sûr, la Catalogne s'est équipée en dessalement. Donc l'unité de dessalement était en construction à ce moment-là. Donc pendant un certain temps, elle a fonctionné à 20-30% de sa capacité. D'ailleurs, c'est une filiale de Suez qui avait construit l'usine. Et aujourd'hui, elle est à 100% de sa capacité. Donc on reconnaît, eux, ils n'ont jamais arrêté. C'est-à-dire que la sécheresse a continué à sévir. Aujourd'hui, ils sont dans une situation à nouveau extrêmement compliquée, alors même qu'ils ont largement diminué leur consommation. C'est-à-dire les usages. Tout à l'heure, on a parlé d'usage pour le bâtiment, on peut parler d'usage pour l'énergie, mais on peut parler d'usage pour l'eau. Il faut absolument qu'on se repose des questions d'usage. La ville de Barcelone consomme à peu près 106 litres par jour et par habitant. En France, vous l'avez dit tout à l'heure, on est autour de 146. Ouais. Donc vous voyez qu'ils ont fait les efforts qu'il fallait pour travailler sur les usages, et malgré tout, aujourd'hui, ils sont dans une situation... Ouais, et à nouveau, il y a des navires citernes qui repartent sur Barcelone ces jours-ci, puisqu'à nouveau, il y a pénurie, et alors qu'on est au mois de novembre. Voilà, donc vous parlez de la sobriété, Vincent Borel, et c'est ça qui est finalement assez troublant, et qui montre à quel point on est en train de changer notre rapport à l'eau. Finalement, quand on discute avec un acteur comme Suez, le premier point qui remonte, c'est la question de sobriété, assez vite. C'est-à-dire finalement, en tant qu'acteur, que distributeur, j'allais dire, vous avez la nécessité aujourd'hui de mettre en œuvre une forme de pédagogie, c'est-à-dire comprendre quelque chose qui, pendant des années, on n'a pas tellement regardé. On ouvrait le robinet, on ne se posait pas de questions. En plus, on recevait des factures pas très régulièrement, donc ce qui favorise pas la gestion, parce que les factures d'eau, c'est pas quelque chose qui arrive tous les mois. Comment on fait pour éduquer une population au fait d'être vigilant dans la consommation d'eau, dans le fait que la ressource eau, c'est quelque chose qui devient précieux? C'est vrai que dans notre région, on a toujours eu des mauvaises habitudes, justement parce qu'on avait ce sentiment d'être totalement en sécurité par rapport à la ressource en eau, et ce n'était pas le cas partout. Et donc, on n'a pas eu l'habitude de développer ça, et c'est encore le cas sur Marseille, puisqu'il y a beaucoup d'endroits, d'habitats collectifs où il n'y a pas encore de compteur individuel pour l'eau. Le point de départ, c'est le compteur, vraiment? Si on ne mesure pas, on ne peut pas savoir comment on modifie sa consommation. En tout cas, on n'a pas de traçabilité sur son évolution. En effet, c'est un des éléments importants d'offrir à chaque personne la capacité de suivre sa consommation au-delà des 2 factures par an qu'on peut avoir. Et on sait que ça marche, puisqu'on l'a bien vu lors de la phase de sécheresse forte de l'été 2022, il y a une forte communication à la fois des collectivités locales, du gouvernement et aussi des opérateurs. Et on a vu un impact immédiat sur la consommation, parce qu'elle a baissé de 10% très très vite. Donc on sait qu'il peut y avoir un impact fort si on communique bien et si on parle aux gens de ce qui les motive. Il y a eu une étude qui a été faite l'année dernière qui a montré que la quasi-totalité de la population était prête à modifier son comportement sur la consommation d'eau, à peu près 60% pour des raisons environnementales et à peu près 40% pour des raisons économiques. Donc il faut bien jouer sur les 2 éléments, à la fois sur la sensibilisation aux enjeux environnementaux de la préservation de la ressource, mais aussi à son impact économique. Et c'est là où, au-delà des compteurs, nous on développe chez Suez ce qu'on appelle les compteurs connectés. On en a déjà déployé plus de 200 000 sur la région, notamment en partie sur la métropole. Ça permet d'avoir la consommation en temps réel, et on peut avoir des alertes en cas de fuite, par exemple, de se dire il y a quelque chose qui se passe chez moi, je coupe. Donc là, il y a des impacts très possibles, et la sobriété se joue en effet
effet, sur cette sensibilisation, on a développé cette année sur le département des Alpes-Maritimes qui a été très touché par le stress hydrique l'an passé. Il y avait plus d'eau dans certains endroits. Des communes de l'Est-Var ont été également alimentées en camions-citernes tout l'été dernier. Donc on a développé avec le SMIAG et le département des Alpes-Maritimes ce qu'on a appelé le défi économie d'eau, où on est allé à la rencontre des habitants avec les élus. On a lancé ça dans le Pays de Grasse. Et ce qui a permis, avec notre centre d'expertise et d'innovation, le LIR, de déployer et de co-construire avec les habitants des stratégies d'économie d'eau individuelles. Parce qu'en effet, on citait tout à l'heure le chiffre de 150 litres en moyenne par habitant. En France. En région sud, en France, en région sud, on est plutôt à 230. D'accord. Donc on voit qu'il y a une différence quand même. Donc on a une capacité d'action d'autant plus forte ici. Alors ça s'explique. Il fait plus chaud que dans la moyenne nationale. On a plus de piscines. Il y a plus d'arrosage par l'agriculture, parce qu'il ne faut pas oublier que l'agriculture, c'est 60% des consommations d'eau sur le territoire national. Donc il y a tout un contexte local qui fait que structurellement, on consomme plus d'eau, mais je dirais, on a d'autant plus besoin de déployer des stratégies pour permettre à chacun et à chacune de réduire sa consommation individuelle. Alors, il y a le registre de la sobriété, on va aborder le registre de l'innovation, des technologies et tout ça, et notamment avec Bamboo for Life et Seawords. Il y a un intermédiaire aussi, c'est l'état du réseau, parce que dans le réseau aussi, on peut avoir de la perte. C'est quoi, d'ailleurs, la perte moyenne aujourd'hui sur un réseau en France, d'ailleurs, en clair, les fuites? La perte moyenne en France, elle est estimée à peu près à 20%, elle est estimée à peu près à 25% sur la région sud. Donc, et pourquoi on en est dans cette situation-là? C'est parce que c'est un important investissement qui ne se voit pas, que doivent faire les collectivités locales et à travers éventuellement les opérateurs, que d'investir régulièrement, année après année, dans ce réseau. On estime qu'en France, aujourd'hui, on renouvelle à peu près 0,5% du réseau par an. Et il faudrait faire 4 fois plus si on voulait tenir le réseau en excellent état. Remplacer et renouveler le réseau de 0,5% par an, c'est-à-dire qu'on renouvelle la totalité du réseau tous les 200 ans. C'est-à-dire qu'en fait, en France, aujourd'hui, on en est à renouveler le réseau qui date de peu après la Révolution française. Donc on voit, rien qu'en le disant, on se rend compte qu'il y a une nécessité absolue d'augmenter ces investissements. Après, on parlera peut-être des financements. Oui. Il y a une nécessité absolue d'agir sur le réseau. Et là, on peut déployer ensuite des solutions techniques ou technologiques, comme on le fait à Avignon, par exemple, avec du suivi dynamique des réseaux et des capteurs qui permettent d'aller remplacer que les fractions les plus fragiles en anticipant les casses, par exemple. Mais en tout cas, il va y avoir des investissements beaucoup plus lourds dans les prochaines années, nécessaires sur le réseau, qui vont ensuite avoir évidemment un impact sur le prix de l'eau. Mais ça, après, ce sera la question du financement. Alors, de cette stratégie-là. On va revenir tout à l'heure sur la question assez cruciale avec vous, avec Alain, sur le prix de l'eau, parce qu'il y a quelques aspects très cruciaux. Un des outils dont on dispose, c'est l'innovation, parce que finalement, quand on s'en aperçoit par rapport à vous quatre, c'est-à-dire qu'on va vers une logique un peu de mix. Finalement, en termes d'eau, il va falloir un peu varier les plaisirs. Léa Lepoder, on commence par vous. Donc Bamboo for Life. Alors déjà, peut-être expliquez-nous en quelques mots qu'est-ce que vous faites. C'est quoi l'épuration avec les bambous? Oui, c'est vrai que le nom de l'entreprise est très attractif. Alors, Bamboo for Life est une société spécialisée donc dans l'assainissement avec des expertises en phytoépuration. Concrètement, on a développé et on continue à proposer des solutions fondées sur la nature, basées sur le bambou, pour assainir et fournir des C'est-à-dire qu'en clair, on met de l'eau dans une plantation de bambou et ça permet de traiter l'eau. Moi, je dis ça en novice, mais... Alors, on a deux types de technologies, c'est ça. Une technologie qui permet un rejet en milieu naturel, donc aux qualités d'eau standard, et une qui permet justement zéro rejet, sans rejet d'eau ni de boue. Voilà. D'accord. Ça s'adapte pourquoi? Parce que le bambou, ça prend un peu plus de place qu'une station, j'imagine quand même, en foncier en tout cas. C'est pour quel type d'installation? Vous avez une cinquantaine d'installations à peu près aujourd'hui dans le monde, c'est ça? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on a une cinquantaine d'installations, majoritairement en France et un peu à l'étranger, Mexique, Philippines, également en Afrique. Ce sont généralement des petites et moyennes stations, mais nous avons pour but de pas passer sur des grandes stations, évidemment, parce que ça y a une problématique de foncier, mais d'avoir des stations de qualité un peu plus importante, de quantité un peu plus importante, oui. D'accord. Tout à l'heure, je boucle avec la table ronde précédente, on était sur le réchauffement climatique pour les zones urbaines. Qui dit bambou dit végétation. Est-ce que l'autre intérêt aussi de faire finalement du bambou, c'est de proposer des îlots de fraîcheur, enfin potentiellement, ou c'est quelque chose qui est vertueux là-dedans ou pas?
Alors oui, donc nos technologies, elles ont donc la fonction principale étant l'assainissement, mais il y a 3 autres fonctionnalités. Et nous avons essayé aussi, par rapport à tout à l'heure, on parlait de curseur de la table de mixage, de limiter d'avoir un maximum de co-bénéfices. Donc parmi les autres fonctionnalités qu'on a, on a le rafraîchissement bioclimatique apporté par le bambou, l'évapotranspiration ainsi que le feuillage, la séquestration du carbone, et par la séquestration du carbone, la fabrication de biomasse. Donc, créer des voies de valorisation potentielle pour les bambous. Et l'autre avantage principal qu'on a, c'est surtout que c'est une technologie qui est sobre énergétiquement. Donc, ce qui nous permet d'avoir des coûts d'opération qui sont compétitifs. Alors, autre innovation, cette fois avec Julien Paletowski, CEO de Seawards. Seawards, dessalement d'ailleurs ici, puisque vous êtes Marseille. Peut-être expliquer votre technologie qui est basée sur le refroidissement, déjà en 2 mots, pour comprendre, parce qu'en même temps, quand on vous entend et quand on s'y connaît un petit peu en physique et autres, en réaction, on se dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? Mais voilà, je vous laisse l'expliquer. Alors oui, effectivement, la technologie que développe Seawards est une technologie qui s'appelle la cryoséparation. Donc c'est une technologie de rupture par rapport aux 2 solutions existantes sur le marché pour le dessalement, qui est soit l'osmose inverse, soit le dessalement par vaporisation. Donc nous, on a pris le parti d'aller vers le froid et effectivement de jouer sur les différences de température pour faire glacer l'eau. En sachant que l'eau douce gèle avant l'eau de mer. Donc on se place à une température entre 0 et moins 2 degrés, ce qui nous permet de former des glaçons d'eau douce dans un environnement d'eau salée qui reste liquide, et de séparer ensuite les glaçons d'eau douce de l'eau salée qui est liquide, pour en extraire donc les glaçons, les faire fondre et produire de l'eau douce. Donc voilà, ça c'est pour la technologie. Puis on a expliqué tout à l'heure où vous en êtes dans le stade de cette technologie, puisque la prochaine étape c'est le démonstrateur finalement par rapport à ça. Le développement, le fait qu'à Marseille, il y ait une entreprise, une start-up qui se lance dans le dessalement, ça en dit long quand même sur à quel point notre rapport à l'eau a changé. Parce que le dessalement, on imaginait ça très, 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 très exotique il y a encore 20 ans vu de France. C'est aujourd'hui la solution que vous apprêtez un jour à industrialiser. C'est une solution qui peut être utilisée au plan local aussi pour des petites structures. Je pense à des hôtels, des clubs, des choses comme ça. Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'on vient d'en parler. Les enjeux de l'eau, on va les adresser avec un éventail de solutions. La sobriété, les solutions qu'on peut mettre en œuvre sur les réseaux, sur la réutilisation des eaux usées, justement sur l'utilisation de solutions bambou. Le dessalement est vu aujourd'hui comme une solution de dernier recours. C'est pour ça que Barcelone y est arrivé, parce qu'il n'y avait plus d'autres solutions. Et pourquoi c'est du dernier recours? Parce que ça coûte cher? Parce qu'il y a deux principaux problèmes avec le dessalement. C'est effectivement le coût. Ça coûte très cher, que ça soit avec toutes les technologies qui existent aujourd'hui sur le marché. Et le deuxième problème, c'est l'impact environnemental, puisque les solutions qui existent aujourd'hui sur le marché rejettent dans l'écosystème marin notamment ce qu'on appelle une saumure, qui est une espèce d'eau ultra salée et contenant des produits chimiques qui viennent dégrader les écosystèmes marins. Donc en fait, on arrive avec Seawards avec une solution qui cherche à adresser ces 2 problématiques. Le coût, réduire le coût justement en innovant et en approchant le problème avec une solution de rupture. Et sur la partie environnementale, avec une solution qui est celle de cryoséparation, on ne rejette dans l'océan qu'une eau à peine plus salée, sans aucun produit chimique, ce qui est normalement un impact négligeable, on va dire, sur les écosystèmes. D'accord. C'est quoi la prochaine étape pour Seawards, le démonstrateur? C'est pour quand? Alors c'est une bonne question. On va passer en fait d'une phase où aujourd'hui on est en prototype en laboratoire,
sur un prototype en environnement réel, donc sur, on l'espère, le grand port de Marseille à la fin de l'année prochaine. Ok, bon, ben, on observera ça avec attention. On va aller maintenant évidemment sur la question de la gestion de la ressource et la question des coûts et des prix. Je ne vous ai pas oublié, Vincent Borel. Alain Messonnier, comme vous avez une vision méditerranéenne, on parlait de Barcelone tout à l'heure, mais au-delà de Barcelone, on a quand même le sentiment, en vous écoutant les uns les autres, que bon, maintenant déjà, il y a une certitude, c'est que la facilité sur l'accès à la ressource eau, c'est terminé. En fait, ça déjà, il faut l'acter, il faut faire avec, il faut qu'on le comprenne collectivement. Et comme vous avez une vision, notamment je pense à de l'autre côté de la Méditerranée, ça va être une rupture forte pour nous, ici en France. Alors il faut vraiment, d'abord, merci à la tribune de permettre d'ouvrir, de sortir du monde des experts de l'eau. Et c'est pour ça que je viens très volontiers en parler ici, parce que je pense qu'il faut qu'on communique avec le grand public, absolument. Il faut vraiment expliquer. D'autant plus que c'est vital, en fait. Le grand public, c'est aussi des entreprises, c'est aussi des grands groupes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que dans le monde, d'une manière générale, le risque eau est vraiment mieux valorisé qu'il y a une dizaine ou une quinzaine ou une vingtaine d'années. D'abord par les agences de notation, qui commencent à regarder le risque eau des investissements des différentes sociétés. Alors ça intéresse aussi les PME demain. Les banquiers vont regarder l'impact qu'il y a sur le risque eau par rapport à l'investissement qui est fait. Et je peux vous citer quelques exemples, deux, trois exemples français révélateurs. Michelin. L'objectif de Michelin aujourd'hui, c'est 2030, moins de 33% de consommation d'eau dans le monde. C'est-à-dire l'impact qu'ils auront sur le milieu naturel en termes d'usage de l'eau, moins de 33%, donc un tiers de moins. Donc c'est plus de la RSE, c'est de la stratégie. Danone, 85% des intrants de Danone pour sa fabrication viennent du monde de l'agriculture. Et vous l'avez cité tout à l'heure, ici en France, c'est autour de 60%. En Méditerranée, c'est 80% de l'usage de l'eau va au monde agricole. Et quand on dit 80%, c'est l'agriculture irriguée. Parce que l'agriculture pluviale, qui s'appelle el secado en Espagne, donc le sec, je veux dire aujourd'hui, c'est celle qui est le plus en risque. Le blé, l'olivier, l'amandier. Donc tout ça, les oliviers sont en train de mourir en Tunisie. Donc on est dans une vraie situation. Il faut faire prendre conscience à l'agriculteur, à l'industriel, de regarder ça de près. Et donc Danone investit et aide les agriculteurs dans les pays où ils se trouvent à maintenir leur activité, parce qu'aujourd'hui, pour un agriculteur du Maroc, son objectif, c'est de vendre le cheptel parce qu'il n'arrive plus à lui donner le fourrage nécessaire, etc., à la vie quotidienne. Donc s'il n'a plus ça, il n'y a plus de lait, il n'y a plus de lait, il n'y a plus de Danone. Donc c'est de la survie de l'entreprise dont on parle. L'exemple le plus remarquable, c'est l'OCP, c'est l'Office chérifien des phosphates au Maroc, qui est certainement le plus gros consommateur d'eau marocain. Donc c'est un industriel, un minier, donc qui produit du phosphate à travers les mines de phosphate, qui les transporte jusqu'au port de Casablanca, qui les transforme ensuite en différents produits, engrais, etc. Donc un groupe très intégré, un des plus grands groupes mondiaux dans le domaine des phosphates. Et qui est un groupe majeur au Maroc. Voilà, qui est marocain, 100% marocain, et qui, sur instruction royale, on va dire, il y a 15 ans, a eu comme objectif de devenir indépendant en termes d'usage de l'eau. Et donc aujourd'hui, 30% des besoins en eau sont couverts par la réutilisation des eaux usées des villes à proximité des mines, et 70% par le dessalement. Mais ça a tellement bien marché qu'ils ont diversifié leur activité. Ils ont créé deux filiales, une qui s'appelle OCP Green Energy et l'autre qui s'appelle OCP Green Water, parce que également en énergie, leur objectif c'est d'être autonome en énergie avec des énergies renouvelables. Et ça c'est un point fondamental. Si pour le dessalement, il y a deux critiques au dessalement, c'est le coût de l'énergie, qui a quand même été divisé par 5 ou presque 10 en 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on produit un mètre cube en dessous de 50 centimes de dollars, alors qu'on était à 1,50 $, 2 $, etc. Donc déjà, sur des grosses unités, on a réussi à réduire. Mais il faut encore réduire, en tout cas, parce qu'en produisant une nouvelle ressource, on produit du carbone. Donc avec des énergies renouvelables adaptées, c'est le cas aussi au Maroc. Aujourd'hui, à peu près 40% de l'électricité vient des énergies renouvelables, et donc 40% du dessalement, au moins à minima, vient des énergies renouvelables. Donc ça, c'est des points intéressants, c'est de voir la prise de conscience des entreprises
en vue aujourd'hui d'utiliser l'eau. Donc on a parlé des particuliers, hein, donc comment devenir consomme-acteur, pas consommateur, mais conso-acteur, sobriété. En suivant sa consommation journalière à travers des compteurs intelligents. Donc pour l'agriculture, c'est aussi intéressant, utiliser le besoin dont vraiment on a besoin, c'est-à-dire vraiment se limiter à cela, et puis surtout faire des choix d'agriculture. Il y a eu des choix dramatiques qui ont été faits. Je veux dire, quand on produit de la mangue ou de l'avocat dans le sud de l'Espagne, sans critiquer nos amis espagnols, ou même en Israël, parce qu'on met toujours en avant l'expérience israélienne, les meilleurs gestionnaires de l'eau du monde, certes, mais pour produire de l'avocat. Or, l'avocat, c'est quand même un fruit donc qui vient des pays tropicaux, pas de pays comme ça. Et avec, en ce qui concerne l'Espagne, des subventions européennes, avec des subventions espagnoles. Donc aujourd'hui, il faut pas arrêter ça, parce que c'est des investissements, il faut quand même qu'ils puissent être amortis. Mais en tout cas, il faut vraiment se poser des questions sur l'usage que l'on va faire de l'eau d'une manière générale. Et ça, c'est l'enjeu majeur dans la construction, dans les îlots, pour les îlots de chaleur, enfin, etc. On a certainement de bonnes solutions à avoir. Et je terminerai avec un exemple qui intéresse beaucoup Suez, c'est l'assainissement. Je veux dire, je ne sais pas si aujourd'hui, on a fait les bons choix. Hein, les hygiénistes du 19e et du 20e, début du 20e siècle ont fait le choix de créer des grands réseaux et pour sauver, lutter contre les maladies hydriques qui étaient dans les grandes villes. Et Marseille en fait partie, hein, je veux dire, c'est sûr. Donc on a créé ce grand réseau, l'émissaire, les réseaux d'assainissement qu'on a créés, tout ça c'est bien. Demain, je ne sais pas si pour les nouvelles villes ou pour les extensions de villes, il va falloir réfléchir de la même façon. Parce que, eh bien, justement, la réutilisation des eaux usées risque d'être un enjeu fort. Et réutiliser les eaux usées localement, c'est quand même plus facile que quand on a une grosse station qui est au point bas, où il faut relever toute cette eau pour la réutiliser. C'est le cas de Marseille, par exemple. C'est pas facile de réutiliser les eaux usées à Marseille pour ne serait-ce qu'arroser les parcs, etc. Il faut créer un réseau spécifique. Donc c'est un enjeu majeur. Et je termine juste pour parler des rendements de réseau. Je rentre d'un congrès en Corée où était présent, j'animais une table ronde où était présent la responsable des eaux de la Société des eaux de Taipei à Taïwan. 2,6% du réseau est renouvelé chaque année. Rendement de réseau, 94%. Jaloux, donc 6% de pertes à Taïwan. Ouais. Donc vous avez un exemple intéressant. Quand on vous écoute Alain Meyssonnier, ce qui est intéressant, c'est que, très sincèrement, par rapport aux autres thèmes qu'on aborde très régulièrement à la tribune, c'est que vous avez un vocabulaire et des phrases assez proches du fait que l'eau est devenue une énergie. C'est-à-dire vraiment, c'est incroyable de voir le rapprochement. Et je pense que c'est une forme de prise de conscience. Alors, peu importe, on va mettre de côté. Je voulais parler un peu argent. D'abord, il y a une première question à Vincent Borel, parce qu'il va falloir qu'on comprenne collectivement, c'est que plus on va être sobre, plus le prix de l'eau va augmenter. Curieusement. Non, mais c'est pas un mouvement naturel en tant que consommateur, mais en fait, il faut bien comprendre que l'eau, avant tout, et le prix de l'eau, c'est des coûts fixes. Et que c'est la révolution qui nous attend aussi. C'est-à-dire on ne va pas faire de l'économie sur nos porte-monnaies, on va faire de l'économie sur une ressource, qui n'est pas la même chose. Oui, on dit toujours que l'eau n'a pas de prix, mais elle a un coût, c'est sûr. Et l'eau est gratuite. Enfin, il faut jamais l'oublier. L'eau est gratuite en France. Ce qui est payant, c'est tout ce qu'on paye, c'est en fait les services qu'on utilise pour amener l'eau, la stocker, la rendre potable et ensuite la traiter avant de la renvoyer au milieu naturel. Et ce que disait Alain est important. En effet, en France, on n'a à peu près 1% de réutilisation des eaux usées. Il y a des pays qui sont à 90% comme Israël, des pays qui sont autour de 10% comme en Espagne. Et le président de la région a souhaité passer à 10% de réutilisation des eaux usées. C'est des exemples. Donc nous, on va créer la plus grosse unité de réutilisation des eaux usées en France qui va se passer à Nice. Là, on est en début des travaux pour réutiliser 5 millions de mètres cubes d'eau qui aujourd'hui est renvoyée à la mer et qui demain sera utilisée pour arroser les espaces verts de la ville, pour nettoyer la voirie. Donc on voit que tout ça va nécessiter des investissements. Quand on dit que le prix de l'eau va augmenter, il va augmenter d'abord parce que il va falloir refaire et refaire encore plus les réseaux, comme on disait tout à l'heure. Comme à Taipei. Il va falloir développer la réutilisation des eaux usées. Il va falloir aussi améliorer encore l'assainissement. Aujourd'hui, le niveau d'exigence de pays comme la Suisse exige d'aller
aller travailler sur les perturbateurs endocriniens, aller travailler sur les micropolluants, aller travailler sur les microplastiques. Ce n'est pas encore dans la réglementation française, ça va y arriver dans les prochains mois ou les prochaines années. Donc il va falloir développer un grand plan d'amélioration de nos stations d'épuration, et donc ça va évidemment générer des coûts. Après, en effet, pour répondre directement à votre question, en effet, on a une industrie de coûts fixes, puisqu'il faut beaucoup d'énergie déjà pour potabiliser l'eau, et aussi beaucoup d'énergie pour traiter l'eau à la sortie. Donc on est sur un schéma où on est payé au mètre cube, que ce soit nous, les régies, ou tout le monde. Quand on dit que l'eau paye l'eau, c'est qu'en fait chacun, à travers sa facture, doit payer l'ensemble des services qui sont liés à la production de l'eau potable et à son traitement ensuite. Donc si les volumes baissent, il va falloir que la part fixe, quelque part, augmente, parce qu'il va falloir assurer l'élément de base, qui est l'amener de l'eau, qui est son stockage, sa transformation en eau potable, et ensuite son épuration. Donc toute cette partie-là, si le diviseur baisse, bien évidemment, le chiffre au global va devoir augmenter, parce qu'il y aura moins de mètres cubes. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il va falloir passer d'un système de paiement au volume, un système de paiement à la valeur. Il y a d'autres sujets dans lesquels on travaille là-dessus, déjà, puisque Suez travaille sur les deux métiers de l'eau et des déchets. Dans les déchets, on voit déjà arriver des contrats de performance comme ça. C'est-à-dire que c'est pareil, on va demander aux gens de faire des efforts pour produire moins de déchets, comme là, on va demander aux gens de faire des efforts pour consommer moins d'eau. Il n'empêche que le service dans sa globalité va plutôt avoir un coût qui va augmenter, notamment pour protéger l'environnement. C'est quand même ça la base, et au cœur, il y a toujours la protection de l'environnement. J'espère que c'est un sujet sur lequel j'entends, et merci Alain Massonnier pour vos remerciements, mais parce que c'est un sujet, on va s'y consacrer, et j'espère qu'on en prendra au travers vraiment d'un événement sur l'eau, parce que je pense qu'il le mérite, très sincèrement. C'est devenu une question aiguë. Malheureusement, on n'a pas un temps infini aujourd'hui. Merci à vous Alain, merci à Julien, merci Léa, merci Vincent, et j'espère que l'année prochaine, on prendra le temps avec un événement consacré vraiment à ce domaine-là, et merci pour votre écoute.